On est parti, les premières enveloppes fluides océan-atmosphère. Je vais essayer de m'intéresser un petit peu aux enveloppes fluides de la planète. Donc par enveloppe fluide, j'entends océan, donc hydrosphère, et atmosphère. Alors on sait grâce... Alors, petite parenthèse 2 secondes, oui, je sais, je réacte au bout de 4 secondes. C'est juste que à ce qu'on appelle un fluide, bah, c'est soit un liquide, soit un gaz. Typiquement, la matière qu'on appelle la matière fluide, ça désigne soit une matière qui est gazeuse, soit une matière qui est liquide, d'accord ? À l'inverse de une matière solide, quoi. Qui désigne qu'une matière de type solide. Voilà, c'est tout. Si vous avez compris ça, vous avez déjà au moins compris un truc de ce React. On verra par la suite. Aux études qui ont été faites sur les zircons de Jack Hills, que très tôt dans l'histoire de la planète, il y avait de l'eau disponible, des continents émergés. Maintenant, la question qui se pose, c'est d'où provient cette eau? Il y a des études qui ont été faites sur les isotopes de l'hydrogène et pour essayer de voir quels pourraient être les matériaux qui ont pu apporter cette eau à la Terre. Donc là, je suis obligé de faire pause pour expliquer très rapidement ce que sont les isotopes. Je reviens vite fait sur ce qu'il a dit avant parce que je l'ai coupé, mais en gros, il a dit que dans l'épisode précédent, et c'est ce qu'on a vu, CF, le dernier React, on a vu que certains minéraux étaient capables de témoigner de la présence d'eau liquide à certains âges. C'est en particulier le cas des zircons de Jack Hills en Australie. Et grâce à ces zircons, on a pu prouver qu'il y a, à partir justement de l'AD1 autour de 4 milliards d'années, on avait déjà de l'océan, de l'eau, présent et des continents immergés. Donc ça, c'est plutôt stylé. Maintenant, en ce qui concerne l'origine de cette eau, justement, alors comment on fait pour savoir justement qui peut être responsable de cet apport de l'eau? En fait, l'eau, il faut savoir qu'on peut la caractériser, on peut mesurer un certain paramètre dans l'eau qu'on appelle le rapport isotopique de l'hydrogène. Ça va mesurer quoi? Ça va mesurer la quantité. Il est inscrit ici au niveau de mon curseur, si j'arrive à le montrer. Voilà, ça va mesurer la quantité de deutérium que vous avez ici, qui est représenté par un D, divisé par la quantité d'hydrogène. Donc c'est quoi deutérium et hydrogène? En réalité, les deux sont... Tous les deux éléments se rapportent à l'élément hydrogène, d'accord? L'élément hydrogène, c'est le tout premier élément du tableau périodique, et il faut savoir que dans la nature, l'hydrogène, on le retrouve dans plein d'endroits différents, et en particulier dans l'eau. Bah oui, parce que l'eau, la formule chimique de l'eau, c'est H2O, donc 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, ok? Et sauf que cet hydrogène qu'on a dans l'eau, par exemple, l'hydrogène qu'on retrouve dans la molécule d'eau, cet hydrogène, il peut avoir plusieurs formes. Chacune des formes, on les appelle des isotopes, ok? Isotopes, c'est ça le terme un peu technique. Et donc, les différentes formes de l'hydrogène, en fait, il y en a 3 principales. Il y a la forme qu'on appelle le procium, où c'est, on va dire, dans le langage courant, on appelle ça l'atome d'hydrogène de base. La deuxième forme, c'est du deutérium, et c'est là où il y a le D, justement, le D pour deutérium. Et la troisième forme, c'est du tritium. Voilà les 3 formes principales, on va dire, de l'hydrogène qu'on peut retrouver éventuellement dans la nature. En fait, les plus abondantes, c'est l'atome d'hydrogène de base et le deutérium. Le tritium, c'est radioactif, il y en a très très peu. Mais bon, bref, ce qu'on peut mesurer, du coup, c'est sous quelle forme se trouve l'hydrogène, par exemple, d'une molécule d'eau. Est-ce que c'est l'hydrogène de base qu'on écrit comme un H, comme ça, donc qui a un proton, un électron, ou est-ce que c'est du deutérium? Donc, le deutérium, c'est aussi un atome d'hydrogène, mais un peu particulier. Il a un proton, comme tous les atomes d'hydrogène, c'est un seul proton, mais contrairement à l'atome d'hydrogène de base, le deutérium, lui, il a 2 neutrons. Il a un neutron, excusez-moi. Il a un neutron, et voilà. Alors que l'atome d'hydrogène de base, lui, il en a 0. L'atome d'hydrogène de base, il a 0 neutron, 1 proton, alors que le deutérium, il a 1 neutron et 1 proton. Bon bref, on s'en fout. Si vous retenez pas proton, neutron, machin, on s'en fout. L'important, ce qu'il faut juste que vous compreniez, c'est que le deutérium et l'atome d'hydrogène de base, ce sont 2 formes de l'hydrogène qui existent et qui sont différentes par leur masse en particulier, parce que le deutérium est un peu plus lourd que l'hydrogène, et on peut mesurer dans une famille de molécules d'eau, par exemple, vous pouvez mesurer quel est le rapport entre la quantité de deutérium en D par rapport à la quantité d'atomes d'hydrogène de base. Donc voilà.
Donc vous avez comme ça ce rapport isotopique qui est une division, qui est la quantité de deutérium par rapport à la quantité d'atomes d'hydrogène de base. Et en fait, cette quantité-là, bah, elle peut varier selon la nature de l'eau, enfin selon quelle eau vous allez mesurer. Sachant que l'eau terrestre, globalement, elle a une valeur moyenne, qui est indiquée d'ailleurs ici, c'est la flèche blanche, ici c'est écrit eau océan actuel, c'est-à-dire que l'eau aujourd'hui, si vous prenez de l'eau dans l'océan, bah, globalement, quel que soit l'océan où vous la prenez, la valeur qu'on trouve, elle est ici, elle se trouve là sur le graphe. Donc c'est autour de, un peu en dessous de 160 là, donc on s'en fout de l'unité, mais en gros vous avez une valeur à peu près fixe pour l'eau des océans actuels. Mais en fait, ça c'est l'eau des océans, mais si vous prenez l'eau de d'autres objets, typiquement l'eau des météorites ou l'eau des astéroïdes ou l'eau des comètes, bah, potentiellement ce rapport de quantité de deutérium par rapport à l'hydrogène bah, va changer. Donc c'est une manière finalement de comprendre, c'est une manière en fait tout simplement de caractériser l'eau, c'est de mesurer son rapport deutérium sur hydrogène, et comme ça on peut savoir d'où vient l'eau, parce qu'un corps qui aurait, par exemple une comète qui aurait un rapport deutérium sur hydrogène similaire à celui des océans actuels, bah on pourrait se dire, ah bah ça veut dire que cette eau-là, l'eau terrestre qu'on a, elle vient peut-être d'une comète, de cette comète-là, enfin de cette famille de comètes. Enfin, elle vient pas de cette comète, puisque cette comète, elle est pas tombée sur Terre, donc elle n'a pas pu apporter son nom, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est de cette manière-là, c'est en suivant ce raisonnement-là, qu'on peut essayer de retrouver quels étaient justement les réservoirs passés, les réservoirs initiaux qui ont apporté l'eau, en fait. Voilà. Allez, on reprend. J'espère que vous avez compris l'idée derrière le ratio isotopique. Voilà, même si vous n'avez pas compris ces histoires de protons, neutrons, machin, c'est pas grave. Comprenez juste que le deutérium et les atomes d'hydrogène, tous les deux, deutérium et procium, donc deutérium et atomes d'hydrogène de base, c'est tous les deux des formes, des versions de l'élément hydrogène qui composent tout un tas de substances dont l'eau. Et donc le mesurer, ça te permet de caractériser la substance en question. Et donc là, il s'agit de comparer les différentes eaux. Donc sur ce graphe, là, typiquement, vous avez différents corps qui sont comparés entre eux. Les chondrites carbonés, là par exemple c'est écrit chondrites carbonés, ici vous voyez ça, les chondrites c'est un type de météorite typiquement. Les micrométéorites, bon c'est des petites météorites, ça jusque là ça va. Les comètes, c'est des petits corps du système solaire. Et là derrière moi il y a écrit manteau terrestre. Manteau terrestre c'est tout simplement l'eau qui est dans le manteau quoi. Voilà. Voilou. Pourraient être les matériaux qui ont pu apporter cette eau à la Terre. Sur ce diagramme-là, on voit le rapport isotopique deutérium-hydrogène. Et sur la gauche du diagramme, on voit le rapport isotopique des océans actuels, mais aussi de la Terre, du manteau. Ce rapport isotopique est tout à fait compatible avec celui des météorites, et en particulier des chondrites et des chondrites carbonés. En revanche, si on... Donc voilà, là, il n'a fait que regarder le graphique. Hop, ce qu'il vient juste de dire, c'est que en gros, si on regarde où se situe le rapport isotopique, là, justement sur la ligne, c'est ce que je vous ai montré, la flèche blanche, c'est les océans actuels, c'est autour de 160, on va dire. Et qu'est-ce qui marche bien avec ce rapport-là? Il y a les micrométéorites. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi les micrométéorites ou les chondrites, ça fait des flèches horizontales aussi importantes? En fait, c'est parce qu'on en a plusieurs. Évidemment, des chondrites carbonés, c'est des météorites du coup qui sont carbonés. On en a beaucoup. On a beaucoup d'exemples de chondrites carbonés qui se distribuent sur toute une épaisseur en fait. Ce n'est pas qu'un seul. Ce n'est pas une barre d'incertitude. Là, c'est une collection, on va dire, de chondrites qui se distribuent autour de ce point-là. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un bon recouvrement, c'est-à-dire que les chondrites carbonés, là, la valeur moyenne se situe, si vous voulez, dans celle des océans actuels. Donc on aurait envie de penser que l'eau des océans actuels viendrait, par exemple, de certaines météorites de type chondrites carbonés. Tu vois. Typiquement, c'est ça. On peut faire un peu le même raisonnement pour les micrométéorites. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà. Météorites, et en particulier des chondrites et des chondrites carbonés. En revanche, si on regarde le rapport isotopique des comètes, il est beaucoup plus élevé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les comètes, bien qu'elles contiennent énormément d'eau, elles peuvent contenir jusqu'à 50% d'eau, les comètes n'ont pas pu être
les objets qui ont apporté l'essentiel de l'eau sur Terre. Donc là, c'est ça, les comètes, c'est la distribution en rouge ici. Bah, vous voyez que la distribution rouge, elle est très très éloignée des océans actuels. Donc on a du mal à penser que les comètes aient été des objets qui ont apporté de l'eau à la Terre, en fait. Parce que l'eau qu'elle aurait dû apporter, si les comètes avaient vraiment apporté leur eau, bah, on devrait avoir un rapport isotopique bien plus élevé. Or, c'est pas le cas. Donc on a plutôt tendance à penser que les comètes sont un peu hors jeu dans cet apport en eau. L'essentiel de l'eau sur Terre provient de météorites du type chondrite, c'est-à-dire des météorites pierreuses. Les météorites ont apporté de l'ordre de 90% de l'eau sur Terre. Les comètes ne jouant un rôle que pour au maximum 10-15% de l'eau apportée à la Terre. Là, à l'instant, je vous ai dit, bah, les comètes, elles n'ont pas joué de rôle dans l'apport d'eau, mais en fait, c'est faux. c'est là où justement je me contredis. Il faut savoir que tout ça, c'est sujet aux statistiques, en fait, au grand nombre. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a de l'eau qui se trouve autour de 160 là, mais en fait, cette eau, elle est probablement issue d'un mélange de plein de sources différentes, dont la moyenne a fini par être autour de 160, ok ? Donc ça se trouve, dans le tas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu un mélange de pas mal de chondrites carbonées, mais aussi quelques comètes qui sont passées par là, qui ont réaugmenté, on va dire, le rapport. Et en fait, tu peux faire comme ça un jeu où tu mets certaines proportions de comètes par rapport aux chondrites, par rapport à d'autres corps, et en faisant un peu ta sauce comme ça, bah, tu vas quand même réussir à tomber sur une moyenne qui est à 160. Donc ça ne veut pas dire non plus que les comètes n'ont joué aucun rôle, c'est que là, dans ce cadre-là, il y a quand même quelques comètes qui ont pu tomber sur Terre, mais en proportion beaucoup moins, ou ont apporté beaucoup moins leur eau que d'autres corps du système solaire pour lesquels le rapport isotopique est plus cohérent. Voilà, c'est ça. En fait, il faut s'imaginer que c'est un ensemble de corps qui, en tombant sur Terre, ont apporté leur eau, et pas juste deux cailloux, quoi. c'est pas juste ça. Donc c'est pour ça que faut imaginer ça avec des grands nombres, quoi, avec une grande quantité de petits corps qui ont frappé la Terre, que ce soit des astéroïdes ou des comètes, quoi. Comment était cette eau sur la Terre primitive ? Il y a des chercheurs qui se sont intéressés à des matériaux qu'on appelle des schertes. C'est en fait de la silice, donc du silicium et de l'oxygène, de formule SiO2, qui a précipité à partir d'eau, des cristaux de silice qui ont précipité dans de l'eau. Que ce soit les isotopes du silicium ou les isotopes de l'oxygène, dont le fractionnement, le rapport isotopique est proportionnel à la température du milieu dans lequel les cristaux se sont formés, eh bien, on s'aperçoit qu'on trouve des températures qui peuvent être extrêmement variables selon les modèles, mais globalement, la température de l'eau, à cette époque-là, variait entre 50 et 30 degrés. Wow, là aussi, c'est un raisonnement qui est pas simple, hein, un peu fouillis. Ça va le cerveau, là ? Vous êtes comment, là ? Les neurones en PLS ? J'ai perdu tout le monde dans le chat. Il y en a, je vous vois, là. Il y en a certains près du radiateur. Ils sont bien installés. Ça fait mal au cerveau. Hein. Tu peux approcher la température de l'eau de mer avec certains paramètres dont il n'a pas expliqué pourquoi du comment, mais en gros, il y a une corrélation très forte entre la température de l'eau telle qu'elle était et la valeur des rapports isotopiques pour l'oxygène et pour le silicium. D'accord ? Parce que, à l'instar de ce qu'on a fait pour l'hydrogène, vous savez, l'hydrogène, je vous ai dit, on fait des rapports isotopiques entre la quantité de deutérium et la quantité d'atomes d'hydrogène. Bon, on peut faire exactement la même chose, mais pour d'autres éléments du tableau périodique. Donc pour l'oxygène, par exemple, l'oxygène qu'on appelle l'oxygène 18, on peut faire un rapport. On peut faire le rapport entre l'oxygène 18, qui est une des formes de l'oxygène, et l'oxygène 16, par exemple. On fait le rapport, donc c'est-à-dire la quantité, combien il y a d'oxygène 18, donc qui est une version de l'oxygène, par rapport à la quantité d'oxygène 16. C'est aussi un autre rapport qu'on peut faire. Et on peut faire pareil pour le silicium. Quelle est la quantité de silicium 30 par rapport à la quantité de silicium 28 ?
Voilà, c'est juste des exemples. Vous n'avez pas à retenir ça, mais il faut comprendre que le raisonnement qu'on a fait pour l'hydrogène, on peut le faire pour d'autres éléments du tableau périodique, on peut le faire pour l'oxygène, on peut le faire pour le silicium, et comparer différentes versions de l'oxygène, comparer aussi différentes versions du silicium, et en fait on se rend compte que en faisant justement des comparaisons des ratios isotopiques pour l'oxygène et des ratios isotopiques pour le silicium, on peut approcher, alors ne me demandez pas comment, mais ces deux valeurs en tout cas sont corrélées à la température de l'eau de mer telle qu'elle était il y a des milliards d'années. Voilà. C'est une cascade un peu, hein, parce que honnêtement je ne sais pas du tout comment ces rapports isotopiques peuvent témoigner de la température. Vraiment, je pense que là, il faut aller dans le détail des mécanismes de formation géologique. Et très clairement, c'est pas mon domaine, donc je sais pas du tout. Pour être totalement honnête, je sais pas comment il y a cette corrélation qui existe. Mais du coup, on va admettre que c'est vrai, parce que sinon, on n'avance pas. mais voilà, si vous voulez après les détails, je pense qu'en vrai, vous avez la ref ici. Robert et Chaudisson 2006. Voilà, le graphique il est tiré de Robert et Chaudisson en 2006. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir là-dessus, n'hésitez pas. En tout cas, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on a des marqueurs dans la matière, dans la silice, il y a des marqueurs, il y a de l'oxygène et du silicium qui nous permettent de retracer quelle était l'histoire de la température de l'eau en fonction des âges, justement. Donc là, vous avez sur ce graphique, magnifique graphique, encore une fois, vous avez l'âge en milliards d'années. Donc c'était... oui, c'est là, vous avez le 0 derrière moi. Attendez, je vais me décaler un peu. Non, je me décale pas dans le bon sens. Mais ici, ah oui, il y a mon doigt là. Au niveau de mon micro, vous avez le 0. Donc là, c'est 0 milliards d'années, c'est aujourd'hui. Et après, plus vous avancez comme ça... J'arrive pas, voilà. Plus vous avancez comme ça, tac, plus vous remontez le temps, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Et donc, vous pouvez avoir une idée de la température de l'eau dans le passé, comme ça, en suivant les tendances que vous donnent les rapports isotopiques d'oxygène et de silicium. Et en fait, on voit que les deux augmentent. Donc, ce qui veut juste dire que dans le passé, l'eau était chaude. Voilà, c'est tout. Hein. Tout ça pour dire ça. Hein. Vraiment, il fallait une explication de 10 minutes pour dire que l'eau était chaude dans le passé. Super. Voilà. Les minéraux qui se forment au fond des océans peuvent piéger un petit peu d'eau dans les défauts de leur réseau cristallin. Vous avez ici ce qu'on appelle une inclusion fluide, dans laquelle on voit une bulle de gaz bien ronde, on voit un cristal de sel carré, et puis le reste, c'est de l'eau. Comme on a de l'eau archéenne qui est piégée dans ces inclusions, eh bien, en analysant cette eau, on peut savoir quelle était la composition des océans à l'Archéen. Donc là, bon là c'est assez facile à comprendre. Enfin, là c'est juste de l'eau qui s'est retrouvée piégée lors de la formation des minéraux autour. Donc il y a des minéraux qui se sont formés et en cristallisant, en devenant solides, les minéraux ils ont piégé à l'intérieur de l'eau. Et donc on peut faire l'analyse de l'eau telle qu'elle était du coup. Enfin elle est piégée, donc en fait elle n'a pas évolué depuis qu'elle existait il y a des milliards d'années quoi. Donc en faisant une analyse directe de l'eau, on peut avoir une idée de la composition. Mais c'est ce qu'on avait vu un petit peu la dernière fois justement, il va expliquer. Donc ce que l'on voit là, c'est que la composition des océans, pour la plupart des cations, était à peu près la même qu'aujourd'hui. Donc on a représenté sur ce diagramme la composition des océans archéens pondérée par la composition de l'océan actuel. Donc l'océan actuel se présente sous forme d'une droite sur ce diagramme. Droite verte. On voit que les différents cations ont à peu près les mêmes teneurs à l'Archéen que dans l'océan actuel. Les cations, c'est les espèces ioniques qu'on voit ici. Alors, pour la faire de manière plus vulgarisée, hein, au lieu de parler d'espèces ioniques, en fait, ce sont un petit peu les éléments du tableau périodique qui sont mesurés. On a le chlore, on a le brome, on a le sodium, on a le potassium, on a le fer, on a le magnésium, le calcium et le strontium. On a même du sulfate. Alors, le sulfate, c'est pas un élément, mais c'est du soufre avec de l'oxygène. Bon, voilà, c'est pour la faire simple. Hein. Là, ce qui est mesuré, du coup, c'est différents éléments du tableau périodique. Et en plus de ces éléments-là, on mesure aussi ce qu'on appelle leur état d'oxydation. Donc en fait, c'est les petits plus. Bon là, vous les voyez pas trop, mais il y a des petits plus ou des petits moins. Ça donne la forme dans laquelle est l'élément en question en fait. Si l'élément il a un électron en plus ou si au contraire il a perdu des électrons. Bon, je rentre pas plus dans les détails, mais ça va peut-être servir après justement pour l'interprétation. Donc là, ce qu'ils font, c'est juste comparer
l'eau de mer telle qu'elle est actuellement. Donc là, ils ont normalisé. C'est pour ça que vous avez une horizontale verte comme ça. Ça, c'est l'eau de la mer. Donc ça veut dire qu'ils ont normalisé la quantité de chlore, de brome, de sodium, de calcium, de fer. Ils l'ont mis à un niveau, tu vois. Ils l'ont mis, on va dire que ça, c'est le 1. On normalise toutes les quantités qu'il y a dans l'eau de mer. On dit que ça, c'est le niveau 1. Combien? C'est le niveau 1. Voilà, c'est ça. On dit que c'est juste le niveau 1. Voilà, c'est A1, quoi. Et donc c'est ça, normaliser. C'est juste dire qu'on met la norme à celle de l'eau de mer actuelle. Et après, ils ont mesuré l'eau archéenne. Et en fait, ils ont fait une comparaison, tout simplement. Ils ont comparé l'eau de mer archéenne à celle de l'eau de mer actuelle. Et ils ont tracé comme ça la fameuse courbe qu'on voit en cyan qui redonne les quantités, justement, de chacun des éléments. Voilà. Sauf le fer. Donc, oui, pardon. Fouf. J'ai coupé en plein milieu. Donc, il disait, en fait, grossièrement, il y a tout qui est globalement identique, bon, à peu de choses près, sauf le fer, ici, Fe2+. Dommage qu'il ne l'ait pas mis en plus gros, mais là, c'est l'endroit où il y a le pic. C'est ce que dit Ice Cloud dans le chat. Il y a un énorme pic à cet endroit-là. Ça correspond au fer. En fait, c'est le fer qui, lui, est beaucoup plus intense dans la mer archéenne que dans la mer actuelle. Voilà. Et là, il va expliquer justement qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi les mers archéennes étaient riches en fer, justement, en fer avec 2+. Donc, c'est le fer avec un 2+, comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du fer qui a perdu des électrons. Fer 2, qui fer est 2, on l'appelle un aussi. fer sous forme réduite. Une forte teneur en fer dans l'océan nous indique que ce fer était transféré sous forme de solution des continents vers l'océan, et ça ne peut se faire que dans une atmosphère réduite, c'est-à-dire une atmosphère sans oxygène. Si le fer était sous sa forme 3, forme qu'il acquérait en présence d'oxygène, eh bien, il serait immobile et ne pourrait pas être transféré en solution vers les océans. Voilà, là, c'est une histoire qui est racontée pour vous permettre de comprendre des informations sur l'atmosphère. Donc là, indirectement, en mesurant l'eau des océans archéens, en fait, on a des informations sur l'atmosphère. Parce que l'atmosphère, encore une fois, on n'a pas de traces directes de l'atmosphère. Là, on a une compréhension indirecte de ce que pouvait être l'atmosphère. Le raisonnement qui est fait, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a du fer. Il y a du fer sur la Terre, ok? Il y a du fer dans les roches terrestres, ok? Il y a du fer sur les continents. Et bonsoir sorcière. Le fer sur les continents, il peut avoir différentes formes. Soit il peut être sous la forme 2+, ou il peut être sur la forme 3+, en fonction de quels éléments, quels atomes sont présents et vont interagir avec lui. Okay? S'il y avait de l'oxygène dans l'air, le fer n'aurait pas dû être dans cette forme 2+, mais devrait être dans la forme 3+, plutôt. On parle de forme oxydée du fer à ce moment-là, une forme plus oxydée. Et dans cette forme encore plus oxydée, en fait, le fer 3+, ne peut pas migrer facilement des continents aux océans, donc on ne peut pas le retrouver dans les océans. Okay, donc il est piégé, si vous voulez, dans la roche. Sauf que là, en fait, c'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe dans l'eau, c'est beaucoup de fer 2+. C'est avec 2+. Donc ce qui prouve que finalement, il n'y avait a priori pas d'oxygène, parce que s'il y avait eu de l'oxygène, on ne verrait pas le fer 2+, mais on ne le verrait pas parce qu'il serait converti en fer 3+, qui lui resterait piégé dans les continents. Vous voyez un petit peu le raisonnement. Je crois que c'est le même raisonnement qu'on a vu la dernière fois, mais bon voilà, hein, on répète les choses, c'est pas grave. On réapprend, c'est comme ça que ça rentre. Et voilà, et c'est ouf parce que en mesurant de l'eau ancienne de plusieurs milliards d'années, ça te donne des infos non pas sur l'eau en elle-même, enfin si ça donne des infos sur l'eau, mais surtout que tu peux en faire une déduction de la composition chimique de l'atmosphère. C'est un truc de fou quand même. Avouez quand même, les géologues ils sont balèzes, ils sont plutôt bons. Ils nous font voyager ces géologues, vraiment. Vous pouvez admettre ça quand même. Donc on a là une évidence que la composition des océans et de l'atmosphère était réductrice. Un autre point important, et cette fois-là on va quitter un peu la Terre et regarder le Soleil, c'est que il y a 4 milliards d'années, le Soleil émettait beaucoup moins d'énergie qu'aujourd'hui. On connaît la façon dont évoluent les étoiles, et le Soleil est une étoile. On sait la façon dont il a évolué, et il était de l'ordre de 37% moins énergétique, moins chaud qu'aujourd'hui. Donc il apportait, par rayonnement, moins de chaleur qu'aujourd'hui sur la Terre.
Alors, ça veut dire quoi? J'ai tracé là en pointillé une ligne horizontale qui représente une température de 0 degré à la surface de la Terre. Et si on considère que l'atmosphère de la Terre était et avait la même composition que l'atmosphère actuelle, eh bien la Terre aurait dû être intégralement gelée jusqu'à, disons, 2 milliards d'années environ. Or, Donc là, bon, première hypothèse, et après il va continuer son raisonnement, mais je fais pause pour les gens qui ont du mal à suivre. Il faut comprendre que voilà, le Soleil n'a pas toujours été aussi lumineux, avec autant d'énergie qu'il dégage que dans le passé. C'est-à-dire quand il était plus jeune, il dégageait moins d'énergie, donc il réchauffait moins la Terre. Donc on s'attend à ce que dans le passé, la température de la Terre soit plus basse, globalement, à cause de tout simplement de l'éclairement du Soleil qui est moins important. Et donc si on fait l'hypothèse, donc là c'est pareil, on fait une nouvelle hypothèse, on dit quoi? On dit, bon, on imagine que la Terre dans le passé avait la même composition que celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on parle de composition, c'est grossièrement dire il y a 80% d'azote et 20% d'oxygène. Grosso modo, c'est dire ça en fait. Et si on rembobine le film juste en prenant en compte l'impact du Soleil, bah, on se rend compte que finalement, la température de la Terre ne dépasse 0 degré qu'à partir de moins 2 milliards d'années dans le passé. C'est-à-dire qu'en gros, il aurait fallu attendre depuis 4,5 milliards d'années dans le passé jusqu'à moins 2 milliards d'années pour que enfin la Terre commence à se dégeler, parce qu'avant ça, toute la Terre était une boule de neige, tu vois. Sauf que c'est pas ce que nous dit en fait le registre géologique, enfin les indications qu'on trouve dans les roches. A priori, c'est difficile de croire que la Terre ait été une boule de glace pendant 2,5 milliards d'années, quoi. Donc ça, c'est l'hypothèse de base. Mais justement, il va montrer en quoi cette hypothèse est quelque peu contestable. Et salut à Shirley, comment ça va? Eh bien, la Terre aurait dû être intégralement gelée jusqu'à, disons, 2 milliards d'années environ. Or, toutes les données géologiques nous montrent que cette Terre n'était pas gelée. On a vu tout à l'heure, par exemple, que la température de l'eau archéenne, c'était pas la température de la glace, on était entre 50 et 30 degrés. Donc on est loin d'une Terre boule de neige, d'une Terre intégralement gelée. Plot twist, effectivement, on l'a vu il n'y a même pas 5 minutes, j'avais déjà oublié, pour vous dire à quel point l'information s'évapore vite de mon cerveau. C'est qu'il n'y a même pas 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais plus, le temps passe tellement vite. On parlait du fait que les températures de l'eau terrestre étaient bien plus élevées que celles d'aujourd'hui. Et déjà, aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas une terre boule de neige, quoi, et qu'on est à des températures bien au-delà du zéro. Avant, c'était encore plus chaud. Donc, c'est impossible de penser à une terre boule de neige il y a 2 milliards d'années, alors que on a de l'eau à entre 30 et 50 degrés. Je ne me souviens plus des bornes, mais voilà. Donc, ça prouve que là, il y a une incohérence. C'est pour ça qu'il appelle ça le paradoxe du soleil froid. Enfin, il y a une incohérence. Il y a des éléments qui se contredisent entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la composition de l'atmosphère à l'Archéen était différente de la composition de l'atmosphère actuelle. Il y avait un gaz à effet de serre qui permettait d'éviter le gel intégral de la planète, et ce gaz, très probablement, c'est du CO2. Et ça revient à dire que l'atmosphère primitive de la Terre était une atmosphère riche en CO2. Vous avez vu encore une fois le raisonnement, il est quand même balèze. En gros, t'es en mode, bon, on fait l'hypothèse que l'atmosphère de la Terre primitive était exactement la même que la nôtre d'aujourd'hui. Donc 80% d'azote, 20% d'oxygène. Dans cette situation-là, le modèle qu'on a avec l'éclairement du Soleil, en fait, avec la luminosité que dégageait le Soleil à l'époque, en fait, on n'aurait pas pu avoir une Terre qui ait une température au-dessus de zéro. On aurait une Terre boule de neige, du coup, complètement glacée, une Terre où il y aurait de la glace littéralement à la surface, de tous les côtés. Sauf qu'en fait, les roches, en fait, la géologie, grâce aux géologues, on sait que il y a des milliards d'années, l'eau qui était d'une part, elle était liquide en fait, puisqu'elle était à plusieurs dizaines de degrés Celsius, facile, voire même pouvait toucher les 50 degrés à certaines périodes. Et donc là, il y a une incohérence, parce qu'on se dit, mais comment ça se fait qu'on a une terre boule de neige d'un côté et de l'autre de l'eau chaude? Bon, c'est qu'il y a une des deux hypothèses qui est fausse. Et en fait, le problème, c'est pas le soleil, parce qu'on sait que le soleil, il était
moins froid dans le passé, enfin, excusez-moi, il émettait moins de lumière dans le passé, donc c'est pas le soleil qui est à remettre en cause. C'est pas non plus le registre, enfin les indices qu'on a grâce aux roches, parce que on est à peu près sûr que l'eau était plus chaude il y a des milliards d'années. Donc il y a un élément de l'hypothèse qui va pas. Il faut invalider quelque chose. Et en fait, là, ce qui est invalide, c'est la composition de l'atmosphère. Il faut invalider le fait que la composition de l'atmosphère primitive était similaire à la nôtre d'aujourd'hui. Il faut changer quelque chose dans cette atmosphère. Donc qu'est-ce qu'il faut changer ? Bon, on n'est pas obligé de tout retirer, mais il faut au moins admettre qu'il y avait probablement un gaz qui contribuait au réchauffement de la Terre, donc ce qu'on appelle un gaz à effet de serre, hashtag climat, hashtag COP, hashtag GIEC, bien sûr. Donc c'est principalement, alors il parle du CO2 comme une évidence, parce qu'en réalité, dans les gaz naturellement présents, le CO2 fait partie des gaz les plus probables qu'on puisse trouver. Et donc, c'est naturel de postuler la présence de CO2 dans l'atmosphère. Donc, voilà comment on peut imaginer un environnement de la Terre primitif avec une atmosphère, une composition de l'atmosphère, alors même qu'on n'a aucune idée de ce qu'était l'atmosphère à l'époque. Enfin, on n'a aucune trace directe de l'atmosphère qui pouvait exister il y a des milliards d'années, quoi. Voilà. Après, disons 2,3 milliards d'années, on ne trouve plus de ces formations ferrifères. Ce qui veut dire que le fer n'était plus transféré de cette manière-là, et donc que l'atmosphère était devenue oxydante. Donc voilà, en suivant l'évolution de la roche, en fait, en tout simplement regardant le registre géologique, la composition des roches, comment elles évoluent en fonction de leur âge, ils ont remarqué que l'oxygène était plus, le fer était plus sous la forme Fe2+, mais après, cette forme Fe2+, disparaissait, ou du moins laissait la place à peut-être du Fe3+, à ce moment-là. Et donc, ce qui prouve qu'il y a eu une oxydation du fer. Et d'où vient cette oxydation ? Pourquoi le fer s'est oxydé subitement dans l'histoire de la Terre ? Je l'ai dit à moitié, mais c'est dans le mot oxydé, c'est l'oxygène littéralement qui a joué ce grand rôle d'oxydation générale des continents, donc en oxydant les différents éléments dont le fer. D'ailleurs, en fait, on est une planète oxydée, on peut le voir comme ça, parce que l'oxygène est littéralement partout, l'oxygène, je veux dire, dans l'atmosphère, et comme il est dans l'atmosphère, il est quelque part partout, et il participe à ce processus d'oxydation générale qu'on a, et qui fait qu'on retrouve les éléments tels qu'on les connaît, les métaux, on les retrouve sous forme oxydée, à cause de l'oxygène présent, justement. Voilà. Donc, voilà comment, encore une fois, les indices géologiques peuvent nous conduire à comprendre l'évolution de la Terre dans son atmosphère, alors même que l'atmosphère de la Terre, encore une fois, a complètement... l'atmosphère, excusez-moi, de la Terre primitive a évolué, on n'en a plus de traces directes, mais avec des raisonnements indirects à travers ce qu'on trouve dans les roches, on peut reconstituer tout ça, quoi. Une autre façon un peu plus chimique de montrer ce changement de composition, et c'est basé sur le comportement des isotopes du soufre. Les isotopes du soufre fractionnent, c'est-à-dire que les rapports des différents isotopes du soufre vont dépendre de la masse de ces isotopes, et on peut en déduire une loi qui figure sur la partie droite du diagramme, une loi qu'on peut exprimer sous forme d'équation, et qui vous montre que, en fonction de la masse de l'isotope, on va avoir un fractionnement, donc dépendant de la masse. Et c'est représenté sur ce diagramme par une droite. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, dans l'atmosphère, le soufre il est émis essentiellement par les volcans. Donc le soufre est émis au niveau du sol. Et dans l'atmosphère actuelle, où on est protégé des rayons ultraviolets, le fractionnement va suivre cette loi. Ce que l'on voit sur le petit diagramme à droite, les points représentatifs de la composition de l'atmosphère vont se situer sur la droite de fractionnement. Contrairement à ce qui se passe dans l'atmosphère actuelle, si on est dans un environnement soumis à des rayonnements ultraviolets, le fractionnement du soufre ne sera plus dépendant de la masse. C'est ce que l'on voit sur le diagramme à droite. Les points verts ne tombent plus du tout sur la droite de fractionnement dépendant de la masse, et donc ils occupent n'importe quelle position dans le diagramme. Le fractionnement, à ce moment-là, n'est plus dépendant de la masse. Bien, si l'on regarde l'évolution des isotopes du soufre en fonction du temps, c'est ça, voilà le diagramme.
où on voit que on a deux domaines avec une coupure qui est aux environs de 2,2 milliards d'années, avec avant 2,2 milliards d'années un fractionnement des isotopes qui est indépendant de la masse, et après 2,2 milliards d'années qui est dépendant de la masse. Donc si on reprend les critères que j'ai énumérés tout à l'heure, eh bien, on s'aperçoit qu'avant 2,2 milliards d'années, eh bien, le comportement du soufre, ou le fractionnement du soufre qui est indépendant de la masse, indique qu'il y avait des rayons ultraviolets qui atteignaient la surface de la Terre. Et, en revanche, après 2,2 milliards d'années, eh bien, le comportement du soufre est dépendant de la masse, qui indique que les rayons ultraviolets n'atteignaient pas la surface de la Terre. Et cela met en évidence l'apparition de la couche d'ozone. Puisque cette couche d'ozone se forme dès qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère, on fabrique la couche d'ozone, et cette couche d'ozone arrête les rayonnements ultraviolets. Donc ça veut dire que l'oxygène, ou le dioxygène, est apparu de manière importante dans l'atmosphère terrestre à partir de 2,2 milliards d'années. Voilà, je fais pause parce que là après il va reparler d'autres. Ouais, il va parler d'autre chose. Donc ça c'est un argument supplémentaire pour justifier de l'apparition subite de l'oxygène qui va un peu renverser le game dans l'atmosphère, quoi. Parce qu'encore une fois, l'oxygène n'a pendant longtemps pas été présent dans l'atmosphère terrestre. Parce qu'à la base, là, si on regarde juste ce graphique-là, en abscisse, vous avez le temps en milliards d'années, d'accord? Donc là, 4 milliards, on rappelle, formation de la Terre, 4,5 milliards d'années. Mais stabilisation de l'atmosphère, on peut le compter à partir de 4 milliards, ça correspond à l'Archéen, le début de l'Archéen. Bon, bref. Pendant les débuts, il n'y avait pas d'oxygène. Encore une fois, c'est l'histoire du fer, machin, je passe les détails. Là, et ensuite, l'oxygène est apparu subitement à un moment de l'histoire de la Terre, et il y a plusieurs indications qui le montrent. Bah, ça, on l'a vu déjà dans les roches par rapport à l'état du fer, mais là, on le voit de nouveau d'une autre manière, d'une manière un petit peu différente, par ce qu'on appelle la mesure isotopique du soufre. Donc là, encore une fois, c'est des comparaisons d'isotopes. Donc je rappelle, les isotopes sont des différentes versions pour un même élément. Donc le soufre a différents isotopes, donc à différentes versions du soufre. C'est des comparaisons d'isotopes, hein, c'est des ratios d'isotopes les uns avec les autres. Et ben, ce qui se passe, c'est que normalement, quand il y a une atmosphère avec de l'oxygène, donc c'est notre cas, hein. Actuellement, ce qui se passe, comme il y a de l'oxygène va se prendre des UV dans la gueule. Et quand vous mettez des UV sur de l'oxygène, ça forme de l'ozone, okay, comme le groupe de musique Ozone. C'est exactement pareil, sauf qu'au lieu d'avoir de la musique, vous avez une nouvelle molécule qu'on appelle l'ozone. Donc l'oxygène se transforme en ozone. L'oxygène, le dioxygène, c'est de formule O2, d'accord, oxygène 2, parce qu'il y a 2 atomes d'oxygène. Et l'ozone, c'est très très proche, c'est O3. Donc au lieu d'avoir 2 atomes d'oxygène, vous avez 3 atomes d'oxygène. Donc en fait, les molécules de dioxygène, à cause des UV, vont pouvoir se recombiner, se transformer, de sorte à former de l'ozone de formule chimique O3. D'accord ? Donc ça, c'est une transformation qu'on peut reproduire très facilement en laboratoire. Si vous avez une lampe UV et que vous balancez de l'UV quelque part, dans n'importe où, parce qu'il y a 20% d'oxygène là dans ce qu'on respire, hein, petit à petit, vous allez former de l'ozone, en fait, qui va être présent comme ça, dans la pièce, quoi. Se mettre en trouble, exactement. L'atome d'oxygène qui est de base plutôt en duo, en couple, peut finir en trouble si on lui met de l'UV dans la gueule. C'est dû à quoi la transformation en O3 ? C'est à cause du rayonnement UV, qui est un rayonnement énergétique, et suffisamment énergétique, les UV, pour, on va dire, casser les liaisons d'oxygène. En fait, ce qui va se passer, c'est que ta molécule de dioxygène qui est comme ça, là, je vais peut-être me mettre comme ça pour le faire avec les mains. Ta molécule de dioxygène qui est composée de 2 atomes d'oxygène, ce qui va se passer avec les UV, c'est qu'elle peut se briser comme ça. Et en se brisant, en fait, tes 2 atomes d'oxygène, ils vont être libres comme ça. Ils vont être libres de pouvoir se recombiner. Et s'il y a d'autres molécules à côté qui sont aussi cassées, il y a une chance que tous ces atomes d'oxygène qui sont cassés et indépendants et célibataires les uns avec les autres, finissent par se recombiner de sorte à former justement une molécule avec 3 atomes d'oxygène. Ok ? C'est ça en fait, c'est que les UV sont suffisamment énergétiques pour littéralement briser la liaison entre les 2 atomes d'oxygène du dioxygène, et après tu as des recombinaisons des atomes qui se baladent entre eux,
ils se recombinent et ils forment l'O3, l'ozone. Il faut de l'O2 dans l'air, sinon t'as jamais d'O3. Oui, c'est ça. C'est à partir du dioxygène de l'air, quoi. Quand je dis oxygène, à chaque fois, je veux dire dioxygène. Carrément, à chaque fois, quasiment à chaque fois que je dis oxygène, il faut comprendre dioxygène. Ok? Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer la formation de ce qu'on appelle la couche d'ozone, en fait, qui est une couche, donc une partie de l'atmosphère qui est constituée d'ozone. Et cet ozone, il vient d'où? En fait, il vient tout simplement de l'oxygène qui s'est transformé à cause des UV. Et ce qui est marrant, c'est que... c'est que cette couche d'ozone, elle va aussi, quelque part, les protéger, oui c'est ça, elle va aussi protéger le reste de l'atmosphère en dessous des UV. C'est-à-dire que l'oxygène initialement se prend les UV, se transforme en ozone, et cette couche nouvellement formée va protéger le reste de l'atmosphère qui est en dessous. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc dans ce cadre-là, donc ça c'est le cas en haut à gauche que vous voyez ici, c'est le cas actuel, c'est chez nous ça. Comment on est chez nous. On est protégé par une couche d'ozone. S'il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère, il n'y aurait pas de formation d'ozone. Donc là, s'il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère, on est dans le cas à droite ici. Ok? Là, c'est caché un peu par le chat. Attendez, je vous retiens. Tac. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est ça. Voilà, ici. Paf, ça c'est le cas en haut à droite. C'est lorsqu'il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère. Donc, comme il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'ozone. Donc, les UV, ils arrivent directement dans l'atmosphère telle qu'elle est. Et si dans l'atmosphère, il y a du soufre, et en plus, c'est le cas quand il y a des éruptions volcaniques, là, comme c'est représenté ici, le soufre, il va littéralement pouvoir changer de forme, entre guillemets. C'est-à-dire que les différentes versions du soufre qu'on a vu là, entre 33, 34, 36, là, ces différentes versions du soufre, en fonction de si on a des UV ou pas, les valeurs que vont prendre les différents ratios isotopiques les uns par rapport aux autres vont éventuellement changer. Et c'est ce qui se passe du coup dans le registre, dans ce qu'on observe en fait dans le passé. Dans le passé, en fait, on a une évolution du soufre qui est très chaotique. En fait, en gros, si on se place entre 4 milliards d'années et environ 2,5 milliards d'années, donc à l'époque où il n'y avait pas d'oxygène, les isotopes du soufre, entre eux, avaient des valeurs très très variables en fonction justement je pense, des UV, de l'activité des solaires et des UV que pouvait se prendre le soufre, quoi. On avait quelque chose de pas du tout stable en fait. Et c'est pour ça qu'on a cette distribution complètement instable à la verticale comme ça. Des valeurs, des ratios isotopiques qui sont complètement imprédictibles, un peu aléatoires si vous voulez. Et finalement, cette stabilité qu'on retrouve à partir d'environ 2,5, en fait, ces stabilités, elles corrèlent parfaitement avec l'arrivée en masse d'oxygène dans l'atmosphère. Résumer ça ici de la façon suivante. On a un diagramme qui représente la proportion de gaz dans l'atmosphère en fonction du temps. On voit qu'à 4 milliards d'années, il y avait énormément de CO2 et que ce CO2 la teneur en CO2 a progressivement diminué parce que le CO2 est un gaz réactif qui va réagir par exemple avec des ions calcium ou magnésium pour former du calcaire, etc. Donc qui vont être extraits de l'atmosphère. En revanche, l'oxygène est apparu beaucoup plus tard, à partir de 2,2 milliards d'années, et a eu une croissance très rapide. Son abondance a augmenté rapidement dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'oxygénation de l'atmosphère. C'est ce que les anglo-saxons appellent le Great Oxidation Event, donc qui voit une apparition rapide de l'oxygène dans l'atmosphère. Cette apparition d'oxygène est due au développement d'êtres vivants qui pratiquent la photosynthèse oxygénique, c'est-à-dire qui, à partir de CO2, d'eau, vont fabriquer de l'oxygène. Alors, il y a un point, malgré tout, qui reste un petit peu obscur. Avant qu'on parle du point obscur, ouais, je sais, je l'ai coupé au milieu d'un teasing énorme. Revenir finalement, ce graphique qui résume un petit peu ce qui se passe sur l'évolution des différents gaz dans l'atmosphère. Vous voyez que l'azote, il n'en a pas trop parlé, mais l'azote ne bouge pas du tout, lui.
L'azote ne bouge pas du tout parce qu'il n'a pas vraiment de raison de bouger. En fait, l'azote, c'est une molécule qui est quand même globalement très très stable. Ça fait partie des gaz qu'on appelle neutres parce que globalement, ils réagissent avec pas grand-chose. Enfin, le diazote ne réagit pas avec grand-chose. Il faut le mettre dans certaines conditions très particulière pour qu'il commence à avoir une réactivité chimique, mais globalement parlant, c'est un gaz assez neutre, très peu réactif. Donc c'est la raison pour laquelle, quel que soit le moment où on se place dans l'histoire de la Terre, globalement, la quantité d'azote, elle n'a pas changé dans l'histoire de la Terre. Par contre, effectivement, on a deux autres gaz qui sont représentés, que vous pouvez éventuellement retenir. L'oxygène avec la grande oxydation qu'il a très bien expliqué, où c'est tout simplement l'invention de la photosynthèse par les organismes vivants qui a permis de pousser justement la production d'oxygène à des quantités vraiment particulièrement importantes, tout en consommant du CO2 aussi. Je pense que, c'est vrai que là on ne dirait pas, mais je pense que quelque part l'apparition de la photosynthèse a aussi contribué à la baisse de CO2 qu'on peut observer, probablement. En tout cas, là, sinon, avant même qu'on parle de micro-organismes, le CO2, il y a différents mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi le CO2 a progressivement baissé. Il parle de la formation de roches calcaires en particulier, puisque je rappelle que le calcaire, c'est du carbonate de calcium, et carbonate, c'est la formule chimique, c'est CO3, donc CO3, CO2, bon, même si vous n'êtes pas chimiste, vous voyez que CO3 et CO2, ça se ressemble quand même. Donc voilà une des manières dont le CO2 a pu se transformer et être stocké justement par la Terre. Mais c'est d'ailleurs un des mécanismes qui existent encore aujourd'hui. Une manière de stocker le CO2, c'est de le transformer en carbonate. Donc voilà, après il y a aussi probablement d'autres mécanismes qu'on n'a pas évoqués. Mais voilà, c'est un peu le graphique un petit peu final, si vous voulez, pour avoir une idée un peu grossière de l'évolution de trois principaux gaz dans l'atmosphère. Après, il y a évidemment d'autres gaz sur lesquels on pourrait s'appesantir, mais déjà ces trois-là, ils décrivent des tendances très différentes et qui sont intéressantes, quoi. Ils ont chacun aussi leur rôle à apporter. En particulier le CO2, il est très connu aujourd'hui pour son rôle de gaz à effet de serre, et il était, enfin je veux dire, dans l'histoire de la Terre, c'est un gaz très important, puisque encore une fois, sans le CO2 et sans cet effet de serre, on aurait eu une terre boule de neige pendant des milliards d'années, et la vie aurait eu beaucoup plus de mal probablement à se développer, quoi. Donc voilà, c'est intéressant aussi de faire des parallèles avec les différentes propriétés des gaz, quoi. Alors il y a un point malgré tout qui reste un petit peu obscur, c'est que si l'on regarde ici cette bande avec les différentes périodes géologiques, on s'aperçoit que les plus anciennes traces ou évidences d'êtres vivants à la surface de la planète date de 3,4 milliards d'années environ. Et le grand événement d'oxydation, lui, il apparaît beaucoup plus tard, aux environs de 2,2 milliards d'années. Et le problème donc, qui reste, pour l'instant qui n'a pas de solution très claire, c'est en fait ce retard à l'oxygénation de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on se serait peut-être attendu à ce que, dès que des êtres vivants sont capables de réaliser la photosynthèse oxygénique, on voit augmenter progressivement, lentement, la teneur en oxygène dans l'atmosphère. Or, ça n'a pas été le cas. Il y a un retard à l'oxygénation de l'atmosphère. Eh ben dis donc, je savais pas ça. Merci beaucoup, Hervé Martin. Trop cool. La Terre se dote d'un bouclier magnétique. Cet exposé, je vais parler Hervé de Martin. l'apparition du champ magnétique terrestre. Alors, le champ magnétique terrestre, c'est important pour la planète, puisque ce champ magnétique protège la Terre. Vous voyez la petite boule rouge qu'il y a Oui, je vois la boule rouge, sur la là. diapo. Protège la Terre du vent solaire. Le vent solaire, c'est des particules qui arrivent du Soleil et qui pourraient induire énormément de cancers et de choses comme ça sur les êtres vivants. Donc, il est fondamental pour le développement et le maintien de la vie sur la planète que celle-ci soit protégée du vent solaire. La question qui se pose, c'est quand et comment est apparu ce champ magnétique. À quoi est-il dû ? La Terre est formée d'une succession d'enveloppes. On a à l'extérieur le manteau qui est en vert sur cette diapositive, et puis le noyau. Le noyau contient deux parties. Une partie interne qui est solide et une partie externe qui est liquide. Et cette partie externe liquide est animée de mouvements de convection, et ces mouvements de convection induisent la naissance du champ magnétique de la planète. Je suis obligé de mettre pause. Ah oui, tiens, je vais mettre pause là-dessus.
Il parle de mouvement de convection, c'est peut-être un terme un peu trop technique. Jusque-là, ça va ou pas? Parce que là, j'ai pas mis pause, j'ai laissé 1 minute couler. Mais c'est des trucs qu'on avait déjà un peu vu, ça, la protection de la Terre, le champ magnétique qui nous protège évidemment du rayonnement solaire, qui a probablement joué un rôle important justement dans la protection pour le développement de la vie. Mais là, il parlait de cellules convection, donc c'est un terme un peu technique pour dire que c'est des mouvements de matière qui sont faits de manière circulaire, comme ça là. Vous voyez comme je fais avec mon curseur. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites flèches, là, je ne sais pas si vous voyez, mais avec les petites flèches, ça guide en fait le mouvement de la matière. Donc voilà comment ça se passe dans le noyau du coup externe. Vous avez en fait du matériau du noyau qui se déplace de manière circulaire comme ça. Bon là c'est un modèle, c'est un peu idéal hein, la manière dont ça se déplace. Hein. Tout ça c'est un peu plus bordélique je pense. Voilà. Mais niveau lycée jusque là, oui, voilà. Bon on va dire ça comme ça on peut avancer. On peut ramener la problématique liée au champ magnétique au problème de l'apparition du noyau de la Terre. Lors de la formation de la planète, elle s'est formée à partir d'un nuage protoplanétaire qui se trouvait donc autour du Soleil. Les petites particules qui formaient ce nuage se sont agglomérées pour donner des particules progressivement de plus en plus grosses, jusqu'à former ce qu'on appelait les planétésimaux. Et ces planétésimaux se sont choqués les uns les autres et ont donné naissance à la Terre. Si on regarde ces météorites, vous avez une météorite à gauche, une chondrite, qui est supposée être une des météorites qui ont formé la planète Terre. Et bien, si on regarde cette météorite, elle est constituée de particules de métal, que l'on voit en gris à droite, et de silicates, donc de minéraux, genre pyroxène, olivine, qui apparaissent en brun. Et ce que l'on voit et qui est important, c'est que le fer, le métal et les silicates sont distribués de façon homogène dans ces météorites. Lorsqu'on regarde la Terre aujourd'hui, eh bien, ça n'est plus du tout le cas. Le fer et les silicates sont séparés. La question qui se pose, c'est de savoir quand et comment s'est opérée cette séparation. La première étape importante, c'est de voir que lors de sa formation, la Terre s'est formée, comme je vous l'ai dit, par choc entre des planétésimaux, entre des objets, et il y a eu transformation de cette énergie cinétique en énergie thermique. C'est un petit peu comme lorsque vous applaudissez, vous transformez un mouvement en chaleur. Hein, quand vous applaudissez, vos mains se réchauffent. Let's go! Vous transformez de l'énergie cinétique. Si vous avez froid en main, applaudissez comme ça. C'est pareil pour la Terre, si ce n'est que les énergies mises en jeu étaient énormes, de telle sorte que les températures ont pu atteindre jusqu'à 4000 degrés. Donc la Terre, il faut applaudir beaucoup, là, quand même. était fondue, elle était recouverte de ce qu'on appelle un océan magmatique qui faisait probablement quelques milliers de kilomètres de profondeur. Et donc, dans cet océan magmatique, on a retrouvé les petites particules, des gouttes de fer. Je mettrai pause après, et de silicates. Je fais un gros résumé. Le métal étant beaucoup plus dense que les silicates, a coulé au fond de l'océan magmatique. C'est ce que l'on voit sur cette diapositive. Simplement, les forces de gravité ont fait que les matériaux les plus denses sont venus se concentrer, se ségréguer au centre de la planète, formant ainsi le noyau de la Terre. Sur le mécanisme, on a une idée assez claire de la manière dont s'est opérée cette formation du noyau. Maintenant, quand s'est opérée cette ségrégation? Je vais passer, pardon, excusez-moi, je mets pause avant qu'il aborde la question du quand, pour reparler de la question du comment, qu'il a très très bien expliqué. C'était des méga fluides, sans mauvais jeu de mots, avec justement la fluidité du matériau terrestre. Ça, on en a déjà parlé dans l'épisode d'avant, mais pour la refaire très rapide, donc vous avez des poussières qui s'entrechoquent, qui forment des planétésimaux, donc des petites planètes qui finissent par devenir pareil en s'entrechoquant des corps de plus en plus gros et ça forme une planète. Tous ces chocs, ça élève la température à plusieurs milliers de degrés, comme il a dit, et des températures tellement élevées que l'ensemble du matériau terrestre se retrouve en fusion. Donc c'est quoi l'état de fusion? C'est quand vous passez de l'état de solide à liquide. Et justement, c'est très important de passer en liquide, puisque en liquide, vous allez pouvoir avoir une réorganisation de la matière, une réorganisation, si vous voulez, des éléments qu'il y a à l'intérieur de la matière. Des éléments, je parle des éléments chimiques. Donc là, il a distingué par exemple le silicium des métaux. Donc le silicium, c'est un des éléments du tableau périodique, mais après, dans le reste des métaux, vous avez par exemple le fer et le nickel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous êtes dans un état liquide, il peut y avoir un phénomène de différenciation. Je crois pas qu'il ait dit le mot, mais voilà, c'est ça le gros mot. La différenciation, c'est quoi? Ça va être une réorganisation où les éléments les plus lourds vont finalement se concentrer, se ramener
comme ça au centre, de sorte à former justement le noyau. Et donc les éléments les plus lourds, ça va être quoi? Ça va être typiquement les métaux, dont le fer et le silicium, qui eux sont plus lourds que... pardon, le fer et le nickel, excusez-moi, qui eux sont plus lourds que le silicium, qui lui va rester en surface. C'est la raison pour laquelle en fait le noyau terrestre, lui, va concentrer des éléments plus lourds comme le fer et le nickel, et que dans le manteau, ou dans la croûte terrestre même, vous allez plus retrouver des silicates, donc qui sont des minéraux à base de silicium, quoi. Donc voilà pourquoi vous avez cette répartition-là des éléments au sein de la Terre, à cause de cet échauffement, quoi. Voilà. Donc là, la question du comment, elle est assez bien comprise, et avec les mains, en fait, vous pouvez le comprendre assez facilement parce que ça revient exactement à faire votre petite expérience de chimiste où vous mélangez de l'huile et de l'eau. Pourquoi l'huile et l'eau se mélangent pas? Bon, déjà parce que chimiquement parlant, c'est incompatible, mais c'est pas tant ça la question, c'est comment on sait laquelle est au-dessus de laquelle. Il y a une phase qui est plus lourde et une autre qui est plus légère. Si je dis pas de bêtises, la phase la plus lourde, c'est l'eau. Oui, c'est ça. Il me semble que l'huile est plus légère. Donc l'eau se retrouve en bas, tandis que l'huile va former la couche supérieure. Là, vous avez un peu la même chose avec les éléments les plus lourds qui forment les couches inférieures et les éléments les plus légers qui forment les couches supérieures. Voilà, c'est une question de densité. Voilà. Alors pour cela, on va rentrer un petit peu dans des détails de géochimie. Et en particulier, on va utiliser un système qui est un système isotopique, qui prend en compte la désintégration du 182 hafnium pour donner du 182 tungstène. Bon. Je me disais la vidéo était trop simple là, c'est pas possible. Il fallait que ça devienne compliqué et que des gens comprennent rien dans le chat. Non mais voilà, là on passe sur la question du du quand. Quand est-ce qu'on sait que la Terre s'est structurée de cette manière-là, fait son... De toute façon, je ne comprends rien. s'est formée de cette manière-là avec cette distinction noyau-manteau. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que au moment où on a la formation du noyau, c'est là aussi où le champ magnétique commence à apparaître, parce que vous allez avoir des mouvements de matière. C'est encore une fois, j'ai oublié de le repréciser, mais il l'a déjà dit, mais ça va être les mouvements de matière au sein du noyau et du noyau externe apparemment en particulier, qui va générer le champ magnétique important. Donc là, c'est un peu la question à laquelle on essaye de répondre, c'est quand le champ magnétique est-il apparu en fait, littéralement. T'inquiète, il explique bien. Ouais, là il est chaud. Il est chaud du slibard de géologue là. Donc là, il va parler de datation radioactive. Je vais le laisser parler, puis après je compléterai éventuellement. C'est un système très original, d'abord par le fait que l'hafnium est un élément que l'on dit lithophile, c'est-à-dire qu'il va aller dans les silicates. Et en revanche, le tungstène est un élément sidérophile, c'est un métal, il va aller avec le métal. Donc on a là deux éléments, l'hafnium qui est l'atome parent, qui va aller dans les silicates, mais qui va se désintégrer en tungstène, qui lui va aller avec le métal. Autre caractéristique de ce système, c'est que la demi-vie de l'hafnium est très courte, elle est de 9 millions d'années. Réenregistré. C'est-à-dire que, c'est trop bizarre. En moins de 60 millions d'années, tout l'hafnium aura disparu. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est cette particularité que l'on va utiliser. Si on prend en compte un cas purement théorique où la ségrégation métal-silicate s'est opérée après 60 millions d'années. Je fais une mini pause pour dire, là l'explication va être un peu longue, mais c'est pareil, je vais faire pause à la fin et on va essayer de comprendre ensemble le raisonnement qu'il y a derrière. Là, il prend un cas hypothétique, il fait une hypothèse pour expliquer, pour donner un exemple, d'accord? Même si c'est pas forcément l'exemple de la réalité, mais c'est pour comprendre le raisonnement. Et donc là, il différencie, ce qu'il faut comprendre là pour la suite, c'est qu'il différencie deux milieux, un milieu de silicate, donc qui représente plutôt la croûte et le manteau terrestre, donc les parties supérieures de la Terre, et l'autre milieu, c'est un milieu métallique qui représente le noyau, en fait, tout simplement la partie interne de la Terre. Okay, et ce qu'il a dit juste avant, c'est que l'hafnium l'hafnium, je sais pas comment on dit, l'hafnium, est davantage rattaché, on va dire, affilié, à plus d'affinité avec la partie silicate, alors que le tungstène est plus affilié aux métaux. Mais je pense ça va devenir plus clair après son explication. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que le hafnium,
hafnium, pardon, se désintègre totalement en tungstène au bout de 60 millions d'années. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un stock de hafnium à la base, il est là, il bouge pas. Si vous attendez 60 millions d'années, tout ce stock, il se sera transformé en tungstène. Ok? C'est ce qui est écrit là. Tout le hafnium disparaît pour un temps inférieur à 60 millions d'années. Enfin, égal à 60 millions d'années, on va dire. Parce que, en fait, le temps... En fait, le hafnium, c'est un élément radioactif qui va se transformer progressivement au fur et à mesure du temps. Mais si tu attends suffisamment longtemps, tu vas avoir une désintégration quasi complète du stock, quoi. Voilà. Qui va aller dans les silicates, mais qui va se désintégrer en tungstène, qui lui va aller avec le métal. Autre caractéristique de ce système, c'est que la demi-vie de l'hafnium est très courte, elle est de 9 millions d'années. C'est-à-dire que en moins de 60 millions d'années, tout l'hafnium aura disparu. Et ça, le temps de demi-vie, du coup, c'est le temps au bout duquel la moitié de ton stock de hafnium a disparu. La moitié. Donc, les 19 millions d'années. C'est-à-dire qu'au bout de 9 millions d'années, tu prends ton stock. Là, je vous le fais avec les mains. Là, tu prends ton stock, tu prends ça de hafnium. D'accord? T'attends 9 millions d'années, tu auras la moitié, pouf, qui sera disparu. Tu vas te retrouver avec ça. Tu te retrouves avec ça. Tu rajoutes encore 9 millions d'années. Donc là, tu vas être au total à 18 millions d'années. Pouf, tu as encore la moitié du stock qui réduit. Ensuite, tu rajoutes 9 millions d'années. Tu vas être à 27. Ça, 3 x 9, 27. Oui. Pouf, tu redivises par 2. Ensuite, tu rajoutes encore 9 millions d'années. Tu passes à 36. Pouf, tu redivises par 2. Bon, je fais des divisions par 2 à l'arrache avec mes mains. Mais il faut vous imaginer que, voilà, en additionnant 9 millions d'années par 9 millions d'années, tu redivises par 2 le stock que tu as. Et tu divises par 2 jusqu'à atteindre finalement peanuts, quoi, rien du tout. Bon, tu n'auras jamais tout disparu en réalité, mais au bout d'un moment, tu vas atteindre des quantités vraiment infiniment petites. Enfin, infiniment petites, ça ne veut rien dire, mais extrêmement faibles. Donc du coup, si tu additionnes comme ça, si tu laisses passer le temps jusqu'à 60 millions d'années, donc ça fait pas mal quand même de demi-vie qui sont passées, 60 millions d'années, bah au bout de 60 millions d'années, tu as épuisé la quasi-totalité du stock. Tu vois, il reste quasiment plus rien en hafnium. Donc c'est pour ça qu'on considère que tout a disparu. Voilà, c'est ça si vous voulez. Voilà, c'est ça le raisonnement qu'il faut faire avec l'élément radioactif, le hafnium. Donc cet élément, quand je dis disparaît, en fait il disparaît pas. Hein. Il se transforme, pour le faire grossièrement, il se transforme en tungstène. Okay. C'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est cette particularité que l'on va utiliser. Si on prend en compte un cas purement théorique où la ségrégation métal-silicate s'est opérée après 60 millions d'années. À partir de ce moment-là, tout l'hafnium est transformé en tungstène. Et donc, tout le tungstène va se retrouver dans le noyau. Et donc, à ce moment-là, on n'a plus de hafnium ici. Il n'y aura pas de 182 tungstène dans les silicates. Voilà, c'est ça. Parce que, en fait, techniquement, là, on a une différenciation du noyau après 60 millions d'années. Donc, ça veut dire que vous avez votre Terre. Je refais avec les mains. Vous avez votre planète, là, la planète Terre. Dans cette planète Terre, vous avez du hafnium. D'accord, 182. Si la Terre a mis 60 millions d'années pour se structurer, donc on va dire que même... Pardon, excusez-moi, c'est pas ça. C'est que la Terre s'est vraiment figée dans sa structure après 60 millions d'années. Donc il a fallu attendre 60 millions d'années, et à partir de 60 millions d'années, on a eu le phénomène de différenciation qui a fait qu'on a séparé le noyau du manteau. Donc il faut attendre au moins 60 millions d'années pour commencer à avoir la différenciation. Donc s'il faut attendre 60 millions d'années, bah, ça veut dire que tout le hafnium qui a été présent dans la Terre a eu le temps de se transformer en tungstène. Donc il n'y a plus du tout de hafnium, et tout le tungstène, lui, comme le tungstène, il adore les métaux, il adore le fer, le nickel, machin, il va se retrouver avec les métaux, et donc tout le tungstène, il va se retrouver dans le noyau, il va former le noyau, et il n'y aura plus rien dans les silicates, dans la croûte et le manteau, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus du tout de tungstène. C'est ouf ça. Ça sera... et le hafnium aura évidemment disparu, parce que dans tous les cas, il disparaît au bout de 60 millions d'années. Donc ça, c'est un cas hypothétique, d'accord?
Il faut comprendre que ce qui est montré ici, c'est un cas hypothétique. Donc on devrait observer ça si la différenciation se fait après 60 millions d'années, après la formation de la Terre, qui est il y a 4,5 milliards d'années, je rappelle. Donc voilà, attends, je vais les mettre. Prenons maintenant un autre exemple. Si la différenciation s'est opérée avant 60 millions d'années, à ce moment-là, une partie seulement de l'hafnium est transformée en tungstène. Oui. Donc le tungstène va aller dans le métal, mais l'hafnium qui reste, lui, il va aller dans les silicates. Et ça n'est qu'après être incorporé dans les silicates qu'il va se transformer en tungstène. Vous avez compris, c'est qu'en gros, le hafnium de base, il va plutôt avoir de l'affinité. Je refais avec les mains. Le hafnium, s'il y a la différenciation en même temps qu'il se désintègre, bah, le tungstène qui est formé au tout début, il va partir avec le métal, mais lorsque la différenciation va se finir, il va encore rester du hafnium dans la partie silicate, dans la partie, on va dire, la croûte et le manteau. Et ce hafnium, quand il va tout simplement se désintégrer, il va former du tungstène qui, lui, va rester dans la croûte et le manteau. Donc c'est ça. Donc c'est bien deux scénarios différents qui donnent des résultats différents. Je pense que là, jusque-là, c'est OK, quoi. Donc dans le deuxième cas ici, il y a du tungstène à la fois dans le noyau, mais aussi dans le manteau. Il y a des réservoirs de tungstène, enfin il y a de la réserve de tungstène dans les deux endroits, quoi. Alors que dans le premier scénario, je rappelle, c'était que dans le noyau qu'il devait y en avoir. Et donc, pour essayer de résumer ça de façon un peu plus claire, si l'on trouve du tungstène 182 dans les silicates, ça veut dire que la différenciation métal-silicate s'est opérée avant 60 millions d'années. Et oui. Et on en trouve ou pas vous alors? Vous doutez bien que si je vous en parle, c'est que c'est effectivement le cas. Ah ben voilà, et let's go. On s'aperçoit que la différenciation Merci entre Hervé. le métal et les heureusement que tu nous en parles. Honnêtement, je ne savais pas. Avant 60 millions d'années. Donc c'est un phénomène qui est très précoce dans l'histoire de la planète. 60 millions d'années après le début de l'histoire de la planète, on avait déjà séparé le noyau et le manteau. Mais vous avez vu encore une fois la dinguerie du raisonnement, mais vraiment, ça c'est vraiment encore une fois, j'insiste, hein. Mais c'est ce que je trouve extraordinaire dans les sciences. Cette histoire, elle est pas folle, tu vois. On dit le storytelling, voilà, les gens s'intéressent aux histoires, faut raconter des histoires pour intéresser les gens et tout. Mais je trouve que là, l'histoire, elle est extraordinaire, hein. Enfin, je sais pas, vous trouvez pas ça fascinant, vous, qu'à partir de juste la mesure d'un vieil élément à la con qui s'appelle le tungstène de formule chimique W, on en a rien à foutre et je sais même pas pourquoi cet élément il existe sur Terre et il a même pas de raison d'exister, c'est juste nous qui avons inventé un putain de tableau périodique. Et ben l'esprit humain il est capable de comprendre que ce tungstène il est lié à un phénomène qui s'appelle la désintégration d'un élément primaire qui s'appelle le hafnium qui s'est désintégré, et juste à partir de ça tu arrives à savoir ce qui s'est passé dans les 60 premiers millions du début de la Terre. Mais c'est quand même une dinguerie, quoi. C'est quand même une dinguerie. Enfin, je sais pas, moi, des fois, je me sens vraiment seul au monde à penser que la science peut être source d'émerveillement, quoi. Moi, je trouve que c'est un truc de fou, parce que le raisonnement, il n'est pas d'une complexité renversante. Enfin, je veux dire, il faut juste comprendre qu'on pose une hypothèse. Si cette hypothèse est juste, alors il devrait se passer ça. Qu'est-ce qu'on observe dans la réalité ? Soit on observe ce qui c'est ça, justement, le fameux ça, et auquel cas l'hypothèse est vraie, soit au contraire on n'observe pas ça, auquel cas l'hypothèse est fausse. Et voilà, encore une fois, c'est un raisonnement vraiment de logique rudimentaire que n'importe quelle personne qui a fait des maths au collège peut apprendre, en fait. Enfin, c'est pour ça que des fois, les gens qui trouvent que la science est difficile, en fait, ne comprennent pas le fondement du raisonnement scientifique qui, basiquement, est juste ça, tu vois. Après, ce qui est complexe, et là je suis d'accord et je vous rejoins encore une fois, j'essaie de défendre quand même ma paroisse, hein, mais ce qui est complexe, effectivement, c'est toutes les notions scientifiques qui sont autour du raisonnement. C'est comprendre ce que c'est que la radioactivité, comprendre ce que c'est que le hafnium, comprendre ce que c'est que le tungstène, comprendre que l'un a de l'affinité avec des métaux et l'autre avec des silicates. Bon, ok, il y a des éléments à avoir, mais vous voyez encore une fois que le raisonnement de base, il est extrêmement élémentaire, quoi. Il est extrêmement élémentaire. Je veux dire, c'est pas... Une fois que tu as compris, en fait, l'artifice de pensée qu'il y a derrière, mais c'est formidable, en fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un truc de fou.
on avait déjà séparé le noyau et le manteau. On peut aussi essayer de regarder d'autres diagrammes un petit peu plus compliqués, donc je vais Pourquoi tu pouvais pas arrêter la vidéo ici? Ça y est, ça va être la minute la plus longue de ma vie, là, encore une fois. essayer de la faire simple. On a là un diagramme qui reporte un rapport isotopique du tungstène en fonction du temps. Et ce qui apparaît, donc je vous fais grâce de toutes les équations qui amènent à tracer ces courbes. Merci de nous faire grâce quand même, là, parce que c'est si on suffisamment prend compliqué. les caractéristiques de la planète Terre, eh bien, on s'aperçoit que la différenciation entre le noyau et le manteau aurait eu lieu aux alentours de 30 millions d'années. Donc, Bon, là, grâce aux hypothèses, on a su que c'était moins de 60 millions d'années, mais grâce à une approche un peu plus complexe, un peu plus précise, on va dire, un peu plus rigoureuse, en faisant les mesures exactes des rapports isotopiques du tungstène et du hafnium, bon voilà, il passe les détails, on peut avoir une idée, voilà, une idée bien plus précise de à quel moment il y a réellement eu la séparation. Voilà, bon, je vous fais grâce de l'explication aussi de ce diagramme. Vas-y, c'est cadeau, c'est pour moi. Voilà, on va dire que ceux qui voudront approfondir approfondiront. Je me passe d'essayer d'expliquer ça. Il est déjà 22h46. Voilà, je vous l'offre. Comme ça, on finira plus tôt les cours. Vous serez contents avec la sonnerie qui va sonner. Millions d'années. Donc bien avant 60 millions d'années. Et encore une fois, ça nous indique que la séparation noyau-manteau a eu lieu très tôt. Et oui, 30 millions d'années, c'est pas beaucoup. On avait donc de hein. quoi fabriquer un champ magnétique. C'est rien du tout. Très tôt, dès 30 millions d'années. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce champ magnétique s'est formé tout de suite ou est-ce qu'il y a eu un temps de latence entre la fabrication du noyau et l'apparition du champ magnétique? Alors, c'est très dur de répondre à cette question. Je vous ai mis là un diagramme qui reporte l'intensité du champ magnétique en fonction du temps. Et vous voyez qu'on a des traces de champ magnétique jusqu'à 4,2 milliards d'années. Et on est là à une limite du système parce que on a vu, et vous savez qu'on n'a pas de roches qui ont plus de 4 milliards d'années. Et oui, non. On a quelques cristaux de zircon qui ont un âge qui va jusqu'à 4,4 milliards d'années, mais des traces de champ magnétique, on en a découvert que à ce jour, que jusqu'à 4,2 milliards d'années. 4,2 milliards d'années, c'est encore très très loin de la mise en place du champ magnétique, hein, parce qu'on a dit, champ magnétique, c'est 30 millions d'années après les 4,5, enfin après le début de la formation de la Terre. Donc vous prenez 4,5 milliards d'années et vous soustrayez à 4,5 milliards d'années 30 millions d'années. Donc là, ça vous fait 4,400, que je me groupe pas, 4,470. Donc le champ, je rappelle, le champ magnétique terrestre est apparu à 4,470 milliards d'années, alors que le début de la Terre, c'est 4,5. Qu'est-ce que je dis? Je veux dire 4,70? Non, 4,47, pardon. 4,47 milliards d'années, alors que c'est 4,5. Ok? Donc, et là, le problème, voilà, c'est ce qui souligne, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des roches parce que c'est dans les roches qu'on peut mesurer, enfin, qu'on peut avoir une idée de la puissance du champ magnétique. Enfin, et le problème, c'est que voilà, au plus tard où on est allé, c'est a priori 4,2. Donc on est très très loin d'aller jusqu'à la formation du noyau, quoi. Donc bon. À ce jour, que jusqu'à 4,2 milliards d'années. Quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très tôt dans l'histoire de la Terre, on a eu formation du noyau et aussi, probablement assez tôt, dans la foulée, on a eu formation et apparition du champ magnétique. C'est quelque chose qui est fondamental puisque ce champ magnétique a protégé la Terre du vent solaire et donc a permis le développement probablement de la chimie prébiotique, mais aussi l'apparition de la vie et le développement des êtres vivants. Et oui, hyper important ça, merci. Merci Hervé, merci de le rappeler. Un élément aussi fondamental que le champ magnétique dans l'émergence et le développement de la vie, on en a un petit peu parlé un peu avant, mais effectivement le champ magnétique qui nous protège des rayonnements les plus intenses d'un point de vue énergétique et qui aurait pu être une menace très très importante pour les organismes vivants, parce que sans le champ magnétique, on se prend des particules chargées à donf de l'énergie, en veux-tu en voilà, et ça va tout simplement détruire une partie des édifices moléculaires organiques qui composent les êtres vivants. Donc c'est littéralement une menace quand même, ces particules du vent solaire. Donc merci au champ magnétique d'exister, bien sûr.